Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Public Sénat. À suivre cet après-midi en séance, le débat organisé en présence de Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, sur l'intervention des forces armées françaises au Mali. Depuis 6 jours, la France combat les rebelles islamistes situés au nord de cette région. Ce débat, qui est organisé simultanément à l'Assemblée nationale, intervient dans un contexte difficile après la mort, dès le premier jour des combats, d'un officier français. Il n'est pas suivi de vote, mais ça aurait pu être le cas selon la Constitution si le gouvernement décidait de proroger l'intervention Serval au-delà des 4 mois. Ce fut d'ailleurs le cas en 2011 pour l'intervention en Libye. La grande majorité des sénateurs est favorable à cette intervention militaire, mais certains, comme le chef de file des communistes, Pierre Laurent, regrettent que le Parlement n'ait pas été consulté avant l'envoi des troupes françaises au Mali. Tout de suite donc, direction l'hémicycle pour l'organisation de ce débat sur l'intervention des forces armées françaises au Mali. Très bon après-midi à tous sur Public Sénat. Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Mesdames et Messieurs les ministres, en introduction, je voudrais tout d'abord me féliciter et vous féliciter de la tenue de ce débat. Il faut le dire avec honnêteté, c'est un des acquis de la révision constitutionnelle de 2008, dont le texte équilibré permet tout à la fois au gouvernement d'agir et au Parlement d'être informé. Certains oublient cette avancée significative qu'a pu représenter ce texte. Faut-il préférer un système à l'allemande, où le Bundestag doit autoriser les moindres faits et gestes du gouvernement en matière de défense ? Moi, j'ai une conclusion toute simple. Monsieur le Premier ministre, 5 heures après la décision du Président, nos soldats étaient au combat. Les polémiques me semblent stériles et vaines à l'heure du rassemblement républicain autour de nos forces armées. Notre diplomatie et notre défense ont été à la hauteur de l'urgence et ont été fidèles, je ne crains pas de le dire, à l'image que je me fais de la France. Membre permanent du Conseil de sécurité, pays qui dispose d'une vision globale des enjeux internationaux. Je salue l'action du Président de la République qui a su prendre lucidement des décisions courageuses. C'est la France qui a fait prendre conscience à la communauté internationale de la gravité de la situation. C'est la France qui a été la cheville ouvrière des 3 résolutions des Nations Unies. C'est la France aussi qui a su mobiliser ses partenaires européens. Nous avons su agir en temps utile. Quels sont les enjeux de l'intervention au Mali? Ce qui se produit, mes chers collègues, au Nord Mali, n'est pas un défi pour les autorités de ce pays seulement. C'est une menace pour toute l'Afrique de l'Ouest, pour le Maghreb, pour l'Europe et pour le monde. Le Mali, qui a 7 frontières, est une clé dans la zone. Le nid de frelons d'Agmi, dans le désert sahélien, ne cessait d'étendre son champ d'action, y compris vers le sud, avec les liens qui l'unissent à Boko Haram. Quand un territoire grand comme 1,5 fois la France est maîtrisé par des groupes terroristes, alors, mes chers collègues, nous sommes devant une menace qui concerne l'ensemble du monde. Nous ne pouvons pas supporter ces mains coupées, ces femmes violées, ces enfants déplacés, ces hommes lapidés, ces soldats enfants embrigadés. Nous ne pouvons pas admettre que des monuments qui représentent les trésors de l'humanité soient mis en pièces. Nous ne pouvons pas accepter que le terrorisme et le narcotrafic puissent se structurer sur un territoire. Nous ne pouvons non plus admettre que les preneurs d'otages soient les maîtres du Mali. Nous ne pouvons laisser proliférer le risque de contagion sur le territoire européen. La France a agi sous mandat de la communauté internationale. Elle a su prendre ses responsabilités au service du rétablissement de la paix et de l'intégrité du Mali. Est-ce que ce sera facile? Un engagement militaire, mes chers collègues, n'est jamais, vous le savez au moins aussi bien que moi, une formalité. Nous savons que quand une guerre est lancée,
Elle a sa logique propre, qui échappe parfois à notre volonté. Nous savons que ce sera difficile. Le sacrifice de la vie de nos soldats, à qui je rends ici hommage, aux premières heures de l'intervention, vient nous le rappeler cruellement. Nous faisons face à des troupes aguerries, fortement armées, extrêmement mobiles, bien entraînées et fanatisées, qui se diluent dans le désert et qui savent mener des combats structurés dans une région hostile qui leur est familière, au cœur d'un immense désert au relief accidenté. Nous connaissons la difficulté et les pièges de la guerre asymétrique. J'ai confiance dans le professionnalisme, la qualité et la compétence de nos forces armées qui ont su montrer sur d'autres théâtres non moins exigeants leurs valeurs. Je leur redis aujourd'hui avec force ma confiance, mon respect, mon estime, notre confiance, notre respect, notre estime. Devons-nous rester seuls? Naturellement pas. Nous agissons dans le cadre strict de la légalité internationale et conformément à la Charte des Nations Unies et à la résolution 2085. Cette intervention est tout sauf une aventure française. Nous avons reçu le soutien politique et pratique de nombreux partenaires, du Conseil de sécurité, de l'Union européenne, de l'Union africaine, de la CEDEAO. Oui, l'Algérie, pays ami, pays central, a un rôle clé dans la résolution de cette crise. Son soutien actif nous est indispensable. Oui, les capacités de renseignement, de communication, de ravitaillement en vol ou de transport de troupes de nos partenaires nous seront très utiles. Oui, la France n'a pas vocation à agir seule, car elle n'agit pas pour son propre compte. La force africaine, la MISMA, est en cours de constitution. Vous venez de nous le rappeler, Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Après l'urgence de l'intervention, la priorité doit être de l'amener à son niveau opérationnel le plus rapidement possible. L'Union européenne doit jouer un rôle central pour la mission de formation de l'armée malienne, qui devrait aussi être accélérée. Monsieur le ministre, peut-être nous donnerez-vous des éléments de calendrier. La sécurité de l'Afrique doit être bien sûr assurée par les Africains. Je me félicite donc de l'action de l'Union africaine et de la CEDEAO. Nous touchons du doigt l'importance de notre coopération de défense structurelle avec les pays africains, de nos écoles de maintien de la paix et de notre formation des cadres militaires africains, action qui dispose pourtant, dans notre budget, de crédits dérisoires, très insuffisants. Nous le disons depuis longtemps, mais aussi cela résonne aujourd'hui de façon toute particulière. Certains nous disent « Ah là là, il aurait fallu négocier ». Bien sûr, mais négocier avec qui? S'il s'agit de forces politiques qui veulent prendre leur part dans la construction d'un avenir démocratique au Mali, oui. Mais négocier avec des groupes terroristes, il ne peut pas en être question. L'offensive terroriste au sud a fait tomber les masques. Nous avions raison, hélas, sur Ansar Eddine, qui n'a cessé de souffler le chaud et le froid pour finalement révéler son vrai visage. Terroriste odieux prônant l'application de la charia sur tout le territoire malien et asservissant les populations. Le MNLA, dont nous avons reçu les représentants il y a 1 mois et demi au Sénat, est évidemment un acteur incontournable pour la résolution dans le long terme de la question du Nord. Maltraité, je le rappelle, depuis des décennies, mais il est aujourd'hui fragilisé. Bien sûr, nous appelons à la reprise du processus démocratique, à une solution négociée, à une résolution institutionnelle de la question du Nord Mali. Mais quand la maison brûle, pardon de le dire de cette façon, il faut d'abord éteindre l'incendie. Au-delà de l'urgence sécuritaire, le processus politique de normalisation à Bamako, mais aussi le processus de réconciliation intermalienne doivent reprendre. Il reste plus que jamais essentiel que les Maliens adoptent le plus rapidement possible une feuille de route et créent une structure de négociation avec les groupes armés qui se dissocient du terrorisme. Et ça commence. Nous ne pourrons pas rebâtir la démocratie malienne à la place des Maliens. Le président Hollande l'a dit hier,
Laurent Fabius l'a répété tout à l'heure, la France n'a pas vocation à rester. Est-ce qu'il nous faut privilégier le développement sur la guerre? Est-ce qu'il nous fallait le privilégier? Oui, certainement. Seule une solution globale, où le développement du Nord, trop longtemps négligé, en dépit des promesses et des accords passés, permettra la paix à long terme. Mais nous savons aussi que le développement est impossible sans sécurité et sans démocratie. Notre action militaire ne nous dispensera pas de repenser notre politique de développement pour tout le Sahel. La France et l'Europe s'y emploient avec la stratégie de l'Union européenne sur le Sahel. La première urgence sera de dominer la crise alimentaire. La seconde urgence concernera les personnes déplacées, des centaines de milliers dans toute la sous-région. Notre responsabilité est d'agir sur les deux fronts à la fois, éradiquer la menace et trouver les moyens d'une solution de long terme. Je voudrais, pour conclure, vous livrer deux réflexions. La première concerne les conséquences de cette intervention. Pardon d'y faire référence, mais c'est tellement d'actualité, sur le format et les équipements de notre armée. À l'heure où la commission du Livre blanc tient ses dernières réunions, fait ses derniers arbitrages, à l'heure où l'avenir de notre défense va se jouer dans la prochaine loi de programmation militaire, la crise malienne fait la démonstration de la nécessité de disposer de moyens capables de faire face à la diversité des situations et des menaces. Un éventail capacitaire large, des forces bien préparées, bien équipées et capables de durer. Ces qualités sont encore celles de notre armée. Elles permettent à la France de concrétiser sa volonté. Mais, chers collègues, ne baissons pas la garde. Notre commission l'a affirmé à maintes reprises. Le format de nos armées est à un niveau, pardon de vous le dire, juste insuffisant. En deçà, ce serait le risque de déclassement. Nous avons aujourd'hui la démonstration que la défense ne doit pas servir de variable d'ajustement budgétaire. Le président de la République l'a récemment affirmé, je le rappelle avec beaucoup de force. Diminuer nos moyens militaires, ce serait diminuer notre place dans le monde. Ce serait perdre en crédibilité internationale. Les dépenses de défense ne sont pas des dépenses publiques comme les autres. Elles sont les garantes de la sécurité de nos concitoyens et la condition du développement de notre pays. Ne l'oublions pas. Elles sont aussi, elles, qui, à l'heure du redressement du pays, portent les ruptures technologiques et l'innovation qui se diffusent ensuite dans tout le tissu économique déterminante. Je ne doute pas que cette intervention militaire ne nous fasse mieux prendre conscience collectivement de ces enjeux majeurs. Ma dernière réflexion porte sur l'impact de cette intervention sur l'Europe de la défense. Notre commission sénatoriale travaille avec ses homologues du triangle de Weimar Plus sur la préparation du Conseil européen de décembre prochain, qui sera déterminant pour l'Europe de la défense. Notre action au Mali et les suites qui lui seront données, mesdames et messieurs les ministres, sont une occasion de construire et de relancer l'Europe de la défense par des réalisations concrètes et par l'affirmation de notre communauté d'intérêts et donc de notre solidarité. À cet égard, c'est ensemble que les 27 ont décidé fin décembre d'assurer la formation de l'armée malienne. Dès le lendemain du lancement de l'intervention militaire, Laurent Fabius le rappelait, c'est ensemble que les 27 nous ont apporté un soutien sans réserve. La France a reçu un appui technique de plusieurs pays, notamment du Royaume-Uni. L'Allemagne, qui enverra à Bamako un contingent de formateurs, apporte un soutien logistique. Et, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, je crois avoir compris que demain se tiendrait un Conseil des ministres des Affaires étrangères européens. Je pense que ce sujet sera à l'ordre du jour. Il nous faut poursuivre dans cette voie de manière pragmatique en accentuant nos efforts de partage et de mutualisation des équipements et des capacités. Ces enjeux sont ceux de l'Europe concrète, mes chers collègues, celle de l'Europe qui avance au quotidien. C'est la méthode qui a été utilisée. Et pour moi, c'est la bonne. Nous la soutenons. Merci, Monsieur le Président.
Dans la suite du débat, la parole est aux orateurs des groupes. Je passe la parole à Monsieur Christian Cambon pour le groupe UMP. Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Madame, Messieurs les ministres, mes chers collègues, 6 jours après la décision du Président de la République d'une intervention militaire au Mali, le gouvernement engage ce débat en application de l'article 35 de la Constitution. Nous souhaitons tout d'abord vous faire part de notre satisfaction pour la mise en œuvre de cette disposition constitutionnelle qui permet l'information la plus précise des parlementaires au moment où nos forces armées sont engagées dans un conflit sensible. Vous nous avez rappelé, Monsieur le ministre, avec précision, la chronologie des faits qui ont conduit à cette décision du Président de la République. Depuis des années, en effet, la présence de mouvements terroristes s'est intimement mêlée à l'ancienne revendication touareg pour aboutir à une double constatation. Le Mali a perdu sa souveraineté sur la moitié nord de son territoire. Le Nord Mali est devenu un véritable sanctuaire pour des djihadistes cachant sous de soi-disant convictions religieuses toutes sortes de trafics et constituant ainsi une très lourde menace pour les pays voisins, pour la France et pour l'Europe tout entière. Alors que s'organisait avec difficulté la mise en place de la force africaine de stabilisation prévue par la résolution 2085 du Conseil de sécurité des Nations unies, les mouvements djihadistes ont opéré une convergence et se sont mis en mouvement afin d'empêcher la stratégie des Nations unies. Face au peu de résistance opposée par les forces armées maliennes et à l'instabilité politique qui règne au sein du régime malien depuis des mois, le risque était grand d'assister à l'implosion brutale du Mali tout entier et de voir s'installer au cœur même de l'Afrique un régime terroriste menaçant l'ensemble du Sahel, une partie du continent africain et à terme l'Europe. Dès lors, c'est à bon droit que le Président de la République a pris la difficile décision d'engager nos forces armées et c'est donc sans ambiguïté que le groupe UMP apporte un soutien à cet engagement. Par ses liens historiques avec le continent africain, par l'action qu'elle mène au titre de la coopération et du développement, la France se devait de prendre une part prépondérante pour sauver cet État ami, pour assurer la sécurité des 6 000 Français qui y résident et poursuivre la recherche inlassable des 8 otages français qui vivent l'enfer depuis trop longtemps. À cet instant, notre pensée va d'abord vers eux et vers leurs familles, comme nous pensons aussi avec tristesse et consternation au sort qui a été réservé aux soldats français tués lors de l'assaut et à Denis Alex, l'otage vraisemblablement assassiné lors de l'opération de sauvetage qui a malheureusement échoué en Somalie. Notre pensée va aussi vers le lieutenant Damien Boiteux, qui a péri au Mali aux premières heures de l'offensive en s'opposant courageusement à la progression des bandes armées terroristes. Enfin, nous voulons assurer nos troupes françaises et leurs alliés de notre soutien sans faille et de notre admiration. Les Français doivent savoir que c'est aussi pour leur sécurité que ces femmes et ces hommes se battent, que nos soldats soient remerciés. Si notre approbation vous est acquise, Monsieur le ministre, elle n'est cependant ni aveugle ni béate. Elle se veut responsable et lucide. Pour avoir déjà connu l'engagement de nos forces au Liban, en Afghanistan, en Côte d'Ivoire et en Libye, la France est hélas bien placée pour mesurer tous les risques qui pèsent sur une telle opération. Le devoir de la représentation nationale à travers ce débat est de vous inviter à ne pas tomber dans le piège, hélas, inhérent au choix courageux que vous avez fait. Les risques, nous les connaissons
et lentement, au fil des jours, ils vont apparaître. Risque d'enlisement, risque d'isolement, enfin, risque pour la sécurité même de notre territoire si rapidement une solution politique ne vient pas se substituer au bruit des armes. Le risque d'enlisement est bien celui qui nous menace le plus. On le constate chaque jour avec inquiétude. C'est une guerre différente qu'il faut livrer. C'est une guerre où la technologie la plus sophistiquée de nos armes peut être chaque jour mise en défaut par les pratiques de guérilla sur un territoire immense que maîtrisent parfaitement ces terroristes. Pour prendre Kona, ils ne sont arrivés ni avec des chars, ni même avec des pick-up, mais en autobus, se mêlant d'abord à la population, puis faisant usage soudain de leurs armes. Alors, quel livre blanc va nous livrer les bonnes solutions? Quelles armes décisives vont permettre à nos troupes de débusquer les djihadistes désormais noyés au sein des populations locales? Et quand nous aurons reconquis ces villes et ces villages, qui en assurera la gouvernance après? La faiblesse ou l'inexistence des autorités locales fait craindre le pire. Certes, il y aura la MISMA, la force africaine de stabilisation. Mais croit-on réellement que des soldats ouest-africains imposeront leur autorité à Kidal, en plein fief touareg? Et là, le risque est grand de voir maintenir pendant longtemps, pendant très longtemps, des forces françaises pour empêcher le retour des insurgés. Nous n'avons pas la capacité de maîtriser dans la durée un territoire plus grand que la France et aussi accidenté que l'Afghanistan. Chacun le sait, cela n'est ni possible ni même souhaitable. Prenons garde de ne pas nous faire entraîner dans cette voie-là. Le risque d'isolement n'est pas moindre. La France ne peut pas porter seule toute la lutte contre le terrorisme. Nous n'en avons ni les moyens, nous n'en avons pas non plus la vocation. La relation de la France avec ses partenaires africains doit être fondée sur le transfert aux Africains de leurs propres dispositifs de sécurité. On voit malheureusement, aujourd'hui, on en voit les limites. Aujourd'hui, nous intervenons, mais nous intervenons presque seuls. Une fois de plus, l'Union européenne vient de montrer qu'elle n'est pas tout à fait au rendez-vous. L'Europe n'est pas en capacité d'avoir une politique et des moyens d'action communs vis-à-vis du flanc sud du continent. Et nous n'avons visiblement pas converti l'Europe à l'Afrique. Il est vrai, nous recevons de nombreux concours logistiques, des moyens de transport de troupes qui nous font au demeurant toujours défaut, mais de soldats expérimentés, susceptibles de participer activement à cette opération, nous n'en voyons pas venir. Il faudra en tirer les leçons, d'abord pour notre propre politique de défense, le Président vient de l'aborder, à un moment où nous finalisons le livre blanc. Pour l'Europe, ensuite, à quelques jours du 50e anniversaire du traité d'amitié franco-allemand, il nous faudra dépasser notre déception et donner enfin une nouvelle ambition à la coopération franco-allemande. Les États-Unis nous apportent leurs encouragements et un soutien non négligeable pour le renseignement et la logistique. Mais au regard de notre propre engagement à leur côté en Afghanistan, est-ce bien suffisant? L'Algérie, enfin, va peut-être commencer à jouer le rôle essentiel qui doit absolument être le sien. Les nouvelles d'aujourd'hui vont dans le bon sens. Forte d'une armée de 400 000 hommes, elle est à la vérité la seule puissance militaire de la région. Fermer ses frontières, autoriser le survol de son territoire, tout cela est utile, mais on peut s'interroger sur des attitudes ambiguës du passé. Et si la presse algérienne, qui change de ton certes, semble redouter des relents de néocolonialisme dans la présence militaire française actuelle au Mali, il faut que l'Algérie, avec l'aide et le soutien de la France, prenne toute sa part dans la résolution de ce conflit, car c'est sa propre stabilité qui est aussi en jeu. Risque enfin d'une absence de solution politique durable. Le bruit des armes n'a qu'un temps. Il faudra très vite que la France et ses partenaires aident le Mali et ses voisins à élaborer une solution politique durable. Elle devra prendre en compte les revendications anciennes des communautés touaregs, mais aussi l'aspiration des populations maliennes à une société plus soucieuse de lutte contre la pauvreté que de luttes politiciennes internes. Si tel n'est pas le cas, cela aura été une opération militaire pour rien. Et tout recommencera avec en plus une exportation du terrorisme
sur le sol français pour se venger des échecs et des destructions que nous faisons subir aux djihadistes. Ce qui vient de se passer aujourd'hui même dans le sud de l'Algérie est déjà un signe inquiétant. Pour notre part, nous ne ferons pas non plus l'économie d'une révision de notre politique de développement vis-à-vis du Mali et des 16 autres pays prioritaires de la coopération française. C'est en effet sur le terreau du sous-développement que prospèrent les mouvements révolutionnaires qui proposent l'instauration de toutes sortes de trafics comme seule réponse à la pauvreté. Le Mali est un pays pauvre parmi les plus pauvres de la planète. Au Mali, l'espérance de vie moyenne est inférieure de 20 ans à celle des pays européens. Un enfant qui naît au Mali a 50 fois plus de risques de mourir avant 5 ans qu'un petit Français. Or, à ne pas considérer l'Afrique subsaharienne comme une priorité absolue de notre aide au développement, nous et toute l'Europe, nous portons quelque part une part de responsabilité dans la désagrégation de ce pays. La future loi de programmation, Monsieur le ministre du Développement, sur le développement, devra, je l'espère, et nous l'espérons, procéder durablement à ce réexamen. Voilà, Monsieur le ministre, pourquoi notre soutien total est aussi un soutien lucide. Au moment où, hélas, d'autres initiatives nationales du gouvernement ne vont peut-être pas toutes dans le sens de l'apaisement, nous vous assurons néanmoins de notre totale solidarité dans ce conflit, parce qu'au Mali, c'est de nos valeurs communes qu'il s'agit et c'est pour la paix du monde qu'ensemble, nous nous battons. Merci. Merci. La parole est à présent à Madame Michèle de Messine pour le groupe CRC. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, nos premières pensées et notre solidarité vont aux victimes, aux soldats disparus, le soldat boiteux aux premières heures de l'offensive. Notre solidarité, nos pensées aussi aux otages et familles d'otages qui vivent une angoisse qu'on ne peut s'imaginer. Depuis le vendredi 11 janvier, la France est en guerre. Il s'agit d'une action grave, potentiellement lourde de conséquences, décidée comme il en va de sa responsabilité par le Président de la République. Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen n'ont jamais considéré l'entrée de leur pays dans un conflit comme une victoire annoncée, comme une solution positive à une situation donnée, quelle qu'elle soit. Ils considèrent que le choix des armes est toujours le résultat d'un échec, échec économique, échec social ou culturel, échec diplomatique et politique. Trop souvent, la guerre laisse une situation dégradée. Toujours, elle meurtrit les populations et enracine les haines. Ces propos ne sont pas ceux d'une pacifiste béate ou idéaliste. Ils sont le résultat de l'analyse lucide de l'histoire ancienne ou récente. Oui, nous pensons toujours que la guerre n'est pas une fatalité et que la résolution des conflits devait être le résultat d'un travail diplomatique considérable en amont pour négocier, débattre, désamorcer. L'exemple malien est édifiant. C'est le résultat d'une catastrophe annoncée qui a mené un pays longtemps présenté comme une réussite démocratique africaine se déliter, son État s'effondrer, la misère se développer plus encore. Faut-il rappeler que le Mali est l'un des pays les plus pauvres du monde? Peut-on penser que tout a été vraiment entrepris pour construire une alternative à la déferlante islamiste qui est maintenant une réalité au Mali, comme dans de trop nombreux pays? La crise malienne, c'est le résultat du maintien de ce pays dans un sous-développement économique, social et institutionnel par des décennies de domination occidentale et de sociétés multinationales dont la préoccupation première n'était pas, on le sait, l'épanouissement des populations. Plus ponctuellement, la crise actuelle est la conséquence indirecte, et cela doit être rappelé, de l'intervention en Libye qui a permis la dissémination d'un arsenal considérable dans l'ensemble de la région.
Cette intervention a également poussé des Touaregs, déjà de longue date en rébellion contre l'État malien, à revenir sur leurs terres dans des conditions de précipitation qui ouvraient le chemin à la déstabilisation. Je le disais à l'instant, l'État malien s'est effondré. La déliquescence de son armée depuis le coup d'État de 2012 a aussi contribué à laisser la voie libre aux groupes islamistes et pour certains d'entre eux terroristes. La France, qui a exercé et exerce encore une forme de tutelle sur la région, ne peut s'exonérer, même si elle regrette cette situation, d'une certaine responsabilité dans cette terrible évolution. Ces premières réflexions faites, la réalité s'impose à nous. Des groupes armés, sous l'influence la plus radicale de l'islamisme combattant, certains directement liés à Al-Qaïda comme AQMI, occupent depuis des mois le nord du pays, faisant régner la terreur, appliquant la charia. L'un des symboles de cette violence est la destruction du patrimoine historique que constituaient les mausolées soufis de Tombouctou. Bien entendu, il faut faire la part des choses. La notion de groupe terroriste ne peut être appliquée à l'ensemble de ces mouvements. Il serait donc utile, Monsieur le Ministre, que vous nous décriviez, avec la précision qui vous caractérise, la réalité des adversaires que la France affronte aujourd'hui. Qu'en est-il, par exemple, de la mouvance indépendantiste ou autonomiste touareg, non liée historiquement avec l'islamisme radical? Ne doit-on pas veiller avec une grande vigilance à ne pas faire d'amalgame qui pourrait servir de prétexte à des exactions contre les populations touareg, comme s'en est déjà rendu responsable dans le passé l'armée malienne? Cette force composite, menée par des mouvances incontestablement menaçantes pour l'idéal de démocratie et de progrès, ont fait mouvement jeudi vers Bamako, la capitale. Fallait-il laisser ces forces conquérir au-delà de Bamako l'ensemble du Mali? La réponse est clairement non. Il fallait empêcher dans l'urgence l'avancée de ces groupes dont l'idéologie porte à instaurer des régimes despotiques d'une rare violence, en particulier à l'égard des femmes. J'insiste également sur le fait que ces groupes s'appuient souvent sur une organisation de type mafieuse, leur assurant un financement important issu du trafic de drogue ou des armes. Le Sahel est ainsi devenu une gigantesque plaque tournante. Nous approuvons donc cette décision d'éviter la prise de Bamako et d'empêcher l'avancée des troupes islamistes. De plus, cette action de la France résulte d'une demande officielle d'intervention du président malien au titre de l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Elle reçoit d'évidence le soutien des populations au Mali, des Maliens de France et de leur organisation. Elle reçoit aujourd'hui une approbation sans ambiguïté de l'ensemble du Conseil de sécurité de l'ONU. Au-delà des premiers résultats de cette intervention, se pose immédiatement la question de la suite. J'ai lu hier que des responsables américains redoutaient un enlisement rapide comme en Afghanistan. Que se passera-t-il si les djihadistes trouvent refuge dans les montagnes de l'Ouest? L'annonce d'un engagement militaire de notre pays par le président de la République jusqu'à la stabilisation du Mali nous semble une échéance bien lointaine qui donne un cadre trop large et trop flou à notre intervention. Nous souhaitons donc que ce débat puisse notamment apporter des précisions à ce sujet. Prenons garde qu'au nom de la lutte contre le terrorisme d'obédience islamisme, cette guerre qui risque d'être longue, ne nous rappelle fâcheusement le concept de guerre de civilisation porté par George Bush en 2001. Il faut travailler à isoler les groupes à proprement parler terroristes qui sont minoritaires, en évitant, je le répète, tout amalgame avec des forces moins radicales qui se sont engagées dans ce conflit du fait de la déstabilisation du pays et de la région. Nous soutenons clairement que soit proclamé l'objectif de reconstruction de l'État malien et de restauration de la démocratie. Adopter uniquement la posture d'une déclaration de guerre à l'islamisme radical et au terrorisme serait dangereux et vain. Si action politique, diplomatique contre l'islam radical, véritable fascisme de notre temps, cette action doit être cohérente. Qui finance certains groupes en action au Mali, si ce n'est le Qatar?
Doit-on se voiler la face? Les groupes radicaux à l'œuvre en Libye, en Syrie, comme au Soudan ou en Palestine, soutiennent ou vont soutenir activement les forces que nous commençons à combattre au Mali. Que fait notre diplomatie à l'égard des Émirats, où le président de la République vient de se rendre, à l'égard du Qatar ou de l'Arabie saoudite, régime monarchique et despotique qui fondent leur influence sur leurs immenses richesses, pour les dissuader de continuer leur action au Proche ou Moyen-Orient, comme en Afrique, pour déstabiliser, diviser et finalement combattre les valeurs démocratiques, les valeurs de progrès et d'épanouissement. Monsieur le ministre, lorsque les autorités wahhabites décident en Arabie saoudite de faire décapiter au sabre une employée sri-lankaise immigrée, n'envoie-t-elle pas des signaux de haine et de violence qui se propagent dans le monde entier et au Mali? Nous demandons donc avec force une nouvelle cohérence dans notre politique à l'égard de l'islam radical. Enfin, nous demandons que, conformément aux engagements internationaux, cette intervention soit prise en charge par un nombre croissant de pays, au premier rang desquels les pays africains. La force d'intervention décidée par les Nations unies par la résolution 2095 doit devenir réalité au plus vite. Il faut à tout prix éviter que nous restions un temps indéterminé seuls en première ligne. Nous avons pris nos responsabilités et il fallait le faire, mais ce cavalier seul ne peut durer. C'est notre autorité politique et démocratique qui est en jeu, ainsi que notre sécurité. Ce conflit, le drame malien, peut être aussi un signal de plus à l'urgence du développement. L'Afrique possède toutes les richesses naturelles et humaines pour se développer. Il faut pour cela cesser le pillage des matières premières et des compétences intellectuelles. Ces mots que beaucoup ici ont utilisés doivent enfin devenir des actes, afin que l'Afrique ne compte pas un Mali, puis 2, puis 3, avant l'embrasement de toute une région. Merci de votre attention. Merci. Je passe la parole au président François Zocchetto pour le groupe UDI-UC. Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, la puissance est une donnée relative. Toutefois, elle n'est pas sans entraîner certains devoirs. Aussi, je ne crois pas me tromper en affirmant que chaque fois que la France met son appareil de défense et le courage de ses soldats au profit de la défense de la liberté, notre pays s'honore et respecte ainsi sa mission historique parmi les nations. Je souhaiterais, à mon tour, au nom des sénateurs du groupe UDI-UC, joindre notre voix à l'hommage rendu au lieutenant Damien Boiteux, qui a perdu la vie pendant les premières heures du conflit. Nos soldats reviennent progressivement d'une opération difficile en Afghanistan, longue de 10 années et lourde de dizaines de pertes d'hommes irremplaçables. Le lieutenant Boiteux vient ainsi rejoindre la liste de nos concitoyens disparus dans le combat que la France a toujours mené pour la liberté. Le Mali est, depuis son indépendance, un ami indéfectible de la France. Nous comptons plus de 100 000 ressortissants maliens sur notre territoire et combien d'autres citoyens français restent attachés par leurs familles ou leurs amis au Mali. Le Mali s'est également imposé depuis de nombreuses années comme une terre d'accueil d'un nombre important de nos concitoyens installés à Bamako ou ailleurs. Forte de ces liens profondément enracinés, la France ne pouvait que répondre vigoureusement à l'appel lancé par le président malien pour défendre son territoire et défendre ses institutions menacées. En effet, la crise catastrophique que traverse le nord du Mali depuis près d'un an est une plaie béante au cœur du Sahel. La conjugaison des forces des rebelles Touaregs revenus des rangs de l'armée de Kadhafi avec les groupes islamistes qui alimentent tous les trafics entre la Mauritanie, l'Algérie, le Niger et même d'autres pays, cette conjugaison a eu raison de la stabilité et de la paix
qui ont caractérisé pendant de longues années le Mali. En réalité, nous connaissons assez mal notre ennemi dans ce dossier. Les rebelles nordistes sont un bataillon hétéroclite qui comporte aussi bien des Touaregs laïcs que des terroristes islamistes, des criminels et des pillards en tout genre. Il y a une seule certitude désormais, toutefois, c'est qu'à Tombouctou, cité universitaire millénaire, élevée au rang du patrimoine mondial de l'humanité, à Tombouctou, on coupe désormais, depuis plusieurs mois, on coupe des mains, on excise, on viole, on pille et on tue impunément. Des exactions sans nom sont perpétrées sur un territoire plus vaste que celui de la France. Des villes entières sont désormais réglées sous la coupe de la charia et d'organisations criminelles qui font peser un risque généralisé sur la stabilité de tous les États voisins du Mali, bien sûr, mais aussi sur la sécurité même de la France et de l'Europe. Car ne nous y trompons pas, le nord du Mali est situé à moins de 3 heures d'avion du sud de la France. Nous n'imaginons pas ce que deviendrait la France si elle devenait la cible d'un sanctuaire terroriste. Nous ne pouvons pas laisser un nouvel Afghanistan apparaître au cœur de l'Afrique. Ces groupes, financés à la fois par l'argent des trafics de stupéfiants, par l'immigration illégale, par le rançonnage, le rapt, le pillage, alimentent une sourde haine contre notre pays, contre tout ce qui ressemble de près ou de loin à l'expression de la liberté. Aussi, Monsieur le Ministre, les sénateurs du groupe UDI-UC ne peuvent que saluer la réponse du Président de la République à l'appel lancé par le Mali. Ce 16 janvier est malheureusement un jour anniversaire. En effet, le 16 janvier 2011 avait lieu la première incursion des terroristes avec la prise de Ménaka. Et dès le 26 janvier 2012, notre groupe, par la voix de Joël Guerriau, lors d'une séance de questions d'actualité, alertait le gouvernement et suggérait une intervention rapide de nos forces armées. Peu de temps après, tombaient les places militaires de Tombouctou, de Gao et de Kidal. Le problème n'est donc pas nouveau. Aujourd'hui, 12 mois ont passé. Aujourd'hui, sur un plan purement tactique, ces 6 premiers jours d'intervention semblent positifs. Ce succès opérationnel n'est pourtant pas sans un certain nombre d'incertitudes. De nombreuses questions demandent des réponses et justifient la procédure de l'article 35 de la Constitution. Monsieur le ministre, vous avez évoqué une intervention rapide, de l'ordre de quelques semaines. Ma première question est, ne risquons-nous pas de nous enliser dans un engagement intensif et exigeant en hommes comme en matériel, sans un appui significatif de nos alliés? En effet, la France est la seule puissance à avoir répondu à l'appel du Mali. En dépit du mandat confié aux forces internationales dans le cadre de la résolution 2085 du Conseil de sécurité, la France est bien la seule puissance militaire à ce jour engagée dans le déroulement opérationnel du conflit malien. Alors les forces de la CEDEAO tardent à se rassembler, et quand bien même. On parle seulement de 2900 hommes, issus de bataillons, d'armées différentes, pour couvrir au sol un territoire, je le rappelle, qui est plus vaste que celui de la France. Plus grave encore, les troupes maliennes sont désorganisées, mal équipées et parfois même, j'irais jusqu'à dire, tentées pour certaines de rejoindre les rangs nordistes. Nous avons bien compris donc que l'issue militaire du conflit reste incertaine tant que la France ne parviendra pas à réunir une coalition la plus large possible. Certes, l'Algérie nous a ouvert son espace aérien. Certes, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada ont donné des signes de soutien immédiats. Mais comment ne pas regretter l'absence de concertation visible et de réaction de l'Europe? Ce ne sont pas les quelques commentaires du président de la Commission européenne qui peuvent masquer l'incapacité de l'Europe à réagir diplomatiquement et militairement. Nous demandons une réunion des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, Monsieur le Ministre, car nous souhaitons une réaction à la mesure de l'enjeu pour l'Europe.
La deuxième interrogation porte bien sûr sur le sort des otages, cela a déjà été évoqué. Leur sécurité n'est-elle pas mise en cause par l'intervention au Mali? De quelles informations disposons-nous? Pouvons-nous espérer leur libération? Là encore, bien sûr, de nombreuses questions méritent d'être éclaircies, sous respect, nous le comprenons bien, du respect dû à la discrétion demandée par ce genre de sujet. Enfin, quelles sont les perspectives de trouver une solution politique à ce conflit? Notre intervention est-elle seulement limitée à bloquer la progression des terroristes ou s'agit-il d'appuyer la restauration de la souveraineté du Mali sur toute la région du Nord, donc sur toute l'intégrité de son territoire? Et cette entreprise de restauration de souveraineté sera-t-elle exclusivement menée par l'emploi de la force ou existe-t-il encore une chance pour le dialogue diplomatique? Monsieur le ministre, en dépit des quelques interrogations importantes que vous ne manquerez pas d'éclaircir, je tiens en conclusion, au nom de l'ensemble du groupe UDI-UC, à rappeler notre soutien ferme et indéfectible à nos troupes qui sont engagées sur le terrain. Nous leur transmettons tous nos vœux de succès et nous nous en remettons à vous pour garantir la sécurité des otages comme de nos soldats. Je vous remercie. Merci. Merci. La parole est à présent à Monsieur Jean-Pierre Chevènement pour le groupe RDSE. Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, le coup d'arrêt donné par l'armée française à la progression vers Bamako de colonnes islamistes, sur ordre du Président de la République, à l'appel des autorités légitimes du Mali, était nécessaire. Le groupe du RDSE approuve donc la décision prise sous l'empire de l'urgence par le chef de l'État. Il ne s'agit pas d'une ingérence, comme je l'ai entendu dire, qui aurait violé la souveraineté d'un pays africain indépendant. Au contraire, il s'agit d'une assistance apportée à un pays ami en grand danger, dont l'intégrité territoriale avait été violée par des groupes terroristes entendant imposer leurs lois, et quelles lois, et dont non seulement la souveraineté, mais la survie même eussent été compromises si des éléments islamistes armés avaient pu continuer leur raid vers le sud. L'intervention de la France s'est faite en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Elle a donné lieu à la réunion du Conseil de sécurité qui a confirmé la légitimité de l'intervention française. Certes, la guerre est toujours haïssable, mais il est des guerres inévitables. Celle-là l'est, car elle répond à un souci de légitime défense, non seulement de la part du Mali, mais aussi des pays d'Afrique sahélienne, y compris l'Algérie d'ailleurs, et des pays européens clairement visés comme le nôtre par les menaces d'AQMI. Certes, une solution politique partielle, avec des groupes rejetant le terrorisme, eût été préférable pour isoler les groupes terroristes et rétablir à moindre frais l'intégrité territoriale du Mali, ce qui implique un modus vivendi durable entre les populations du nord et du sud de ce pays. Une telle perspective n'aurait pas dispensé en tout état de cause de réduire les éléments terroristes dans leurs repères du Nord Mali, mais le choix d'Ansar el-Din, groupe touareg fondamentaliste, et de son chef, Iyad Ghali, de rompre toute négociation avec le MLNA et de se joindre aux groupes terroristes que sont AQMI et le Moudjahou pour menacer Bamako et mettre bas la République et l'État du Mali ont rendu caduque une telle perspective. Il n'était tout simplement pas possible de laisser se constituer sur les décombres de la République malienne un sanctuaire du terrorisme au cœur de l'Afrique. La réactivité exceptionnelle des forces armées françaises doit être saluée,
et hommage rendu à nos soldats tombés dans l'accomplissement de leur devoir au service de la France. On mesure à l'occasion de ces événements l'intérêt des forces françaises prépositionnées et, soit dit en passant, l'erreur d'appréciation que je vais signaler lors de l'adoption du livre blanc, qui consistait à ne vouloir conserver qu'une seule base en Afrique de l'Ouest. Heureusement, il restait encore quelques forces disponibles à Dakar, à N'Djamena et en Côte d'Ivoire. Bienvenue est l'arrivée de matériel, ERC Saguet et hélicoptères Tigre, assurant une meilleure protection à nos soldats que les hélicoptères Gazelle. Un mot d'abord sur les buts politiques de l'intervention. Le président de la République en a défini 3, arrêter l'agression terroriste, sécuriser Bamako, permettre enfin au Mali de recouvrer son intégrité territoriale. La France, a-t-il ajouté, n'a pas vocation à rester au Mali. Son but est de préparer la venue d'une force africaine encadrée et soutenue par la communauté internationale, afin qu'il y ait au Mali des autorités légitimes, un processus électoral et plus de terroristes. Quand nous partirons, constatons cependant que pour le moment la France se trouve seule en ligne avec ce qui reste des forces armées maliennes combattantes. C'est une réalité. Et c'est dans ces moments que se révèle la réalité sur la base de laquelle les politiques doivent être construites. Les troupes de la CEDEAO mettront un certain temps pour monter en ligne. Cela dépendra beaucoup des moyens logistiques disponibles ou mis à disposition par nos alliés. Une partie de ces forces sera peu opérationnelle. Ces forces, dans leur majorité, seront plus des forces de maintien de la paix que des forces d'intervention proprement dites. On peut espérer que certains pays, comme le Tchad, le Niger ou la Mauritanie, pourront fournir des forces aguerries. Sans être aux abonnés absents, nos partenaires européens manifestent peu d'empressement à se joindre à nous. C'est à l'aune des réalités, là encore, qu'on mesurera la pertinence des discours sur la défense européenne. Espérons que le Conseil des ministres des Affaires étrangères européen, qui devrait se réunir demain, Monsieur le Ministre, démentira le constat fait par un membre du gouvernement d'une mobilisation, je le cite un peu minimale, de l'Union européenne et de certaines absences regrettables. Je suis moins surpris que d'autres de cette carence. Ainsi, l'acquisition du troisième objectif fixé par le président de la République risque de prendre du temps. Il faut en être conscient. Or, la France est engagée. Il vaut donc mieux frapper vite et fort pour dérouter l'adversaire et profiter autant que faire se peut de l'effet de surprise. Ne nous laissons pas enliser dans le schéma peu opérationnel, selon moi, initialement prévu. Si les alliances doivent avoir un sens, c'est maintenant qu'elles doivent se manifester. En tout état de cause, il faut acheminer des renforts. Il ne faut pas attendre trop longtemps pour occuper les villes du Nord. Une précaution indispensable. Mais vous l'avez rappelé, dissocier autant que possible les populations du Nord, Touaregs et autres, des éléments terroristes. En tout état de cause, ne pas les solidariser. Éviter au maximum ce qu'on appelle les dommages collatéraux. Ne sous-estimons pas non plus les dimensions ethniques du conflit. Il y a un problème Touareg au Mali, qui ne se pose pas d'hier, puisque nous en sommes à la 4e rébellion Touareg depuis l'indépendance, en 1960. Les autorités de Bamako doivent être fortement incitées à trouver un accord avec le MLNA et avec les éléments égarés d'Ansar el-Din qui réprouvent le terrorisme et souhaitent le rejoindre. L'objectif est la refondation démocratique du Mali. Celle-ci sera d'autant plus facile que le rapport des forces aura évolué au détriment des groupes terroristes. Une certaine autonomie territoriale des provinces du Nord serait alors souhaitable. Je me félicite que la déclaration gouvernementale ait évoqué ce problème et le souci de le voir abordé dans la feuille de route que va adopter le gouvernement malien. C'est le cœur des populations qui doit s'exprimer en faveur d'une telle refondation démocratique, au nord comme au sud.
Nul ne peut ignorer que la répression des précédentes rébellions n'a pas laissé de bons souvenirs aux populations du Nord. Les ressentiments existants n'excusent d'ailleurs en aucune manière le massacre récent et sauvage de soldats maliens. Le problème touareg n'est pas propre au Mali. Les Touaregs, environ 1 million de personnes, sont dispersés entre au moins 6 États. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Nigeria, l'Algérie, la Libye. Ils sont mêlés à d'autres ethnies, arabes bérabiches ou chambi, noirs soyinké, peuls, bambara, etc., etc. Je doute pour ma part que les villes du Nord puissent être reprises sans l'apport substantiel de militaires français. C'est le doute que j'exprime. Le problème de fond, c'est plus que le coup d'arrêt et le billet de retour de nos soldats, c'est le temps. Le temps, dans ces espaces immenses qui vont de l'Atlantique à la mer Rouge, battus non seulement par les vents de sable, mais aussi par les vents de contestation venus du fond de l'histoire, fondamentalistes et autres, bien avant la colonisation. Les frontières qu'ont tracées il y a à peine un siècle nos officiers n'ont pas encore été pleinement intériorisées par ces populations, même si la loi internationale, celle de l'ONU et celle de l'Union africaine, leur confèrent à juste titre un caractère d'intangibilité. Les tribus touaregs, par exemple, se connaissent et s'interpénètrent par-delà les frontières. Quoi qu'il en soit, la communauté internationale devra financer et mettre en œuvre un vaste plan de développement du Sahel. L'Union européenne pourrait montrer dans cette affaire son utilité. Pour mettre avec nous le temps, nous avons dans cette région du monde un allié. Il faut le dire parce que cela n'a pas été dit suffisamment. C'est l'Algérie. C'est le seul grand État de la région sahélienne, je mets à part le Maroc situé plus à l'ouest. Les autres États sont fragiles, y compris le Nigeria, rongé par un mouvement djihadiste, le Boko Haram. On ne peut pas concevoir la paix et la stabilité de cette immense région sans l'Algérie, dont l'armée, soit dit en passant, dépasse 300 000 hommes. L'Algérie a elle-même dû faire face dans les années 1990 à la terreur islamiste. Elle a payé un lourd tribut au djihadisme, plus de 150 000 morts. En ce moment même, ces soldats doivent faire face à Ain Amenas, à une tentative d'enlèvement concernant des ressortissants français, japonais, mais aussi britanniques et norvégiens. J'entends s'exprimer ici et là des réserves, des critiques, que les terroristes auraient pu s'approvisionner en essence en Algérie. Pour quiconque connaît le terrain, chacun sait qu'il est très difficile de contrôler les trafics d'essence, sur toutes les frontières de l'Algérie, du Maroc à la Tunisie. Voilà la réalité. Aussi bien l'Algérie, qui privilégiait la voie d'un isolement des groupes terroristes, a choisi clairement de leur fermer sa frontière longue de 1200 km avec le Mali. L'Algérie a autorisé le survol de son territoire par les avions français. Bref, dans la lutte contre le terrorisme, l'Algérie et la France combattent côte à côte. Au moment où le président de la République, François Hollande, vient de déclarer à Alger, le 20 décembre 2012, devant les deux chambres du Parlement algérien, vouloir ouvrir une nouvelle page dans les relations entre la France et l'Algérie, il ne faudrait pas que ceux qui ne sont pas encore tout à fait résolus à tourner la page empêchent par myopie la construction au Sahel, avec tous les pays riverains, d'un espace pacifique et stable, durablement purgé du terrorisme. Celui-ci n'apporterait que malheur à la population de ces régions. Nous comptons, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, sur le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, sous l'autorité du président de la République, pour bâtir un avenir partagé entre la France, l'Algérie et les pays africains amis. Cette vision politique est nécessaire pour résoudre les immenses problèmes qui se posent aujourd'hui à cette région, à commencer par celui de sa sécurité. Nous faisons confiance au gouvernement et à vous-même particulièrement, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, pour mettre en œuvre les médiations nécessaires, tisser les alliances, coordonner l'effort. Certes, c'est une tâche gigantesque, mais le soutien du pays tout entier ne vous fera pas défaut si cet effort lui est convenablement expliqué dans toutes ses dimensions, comme nous n'en doutons pas vous concernant, et comme nous y encourageons d'ailleurs l'ensemble du gouvernement. Merci. Merci. La parole est à Monsieur Joël Labbé pour le groupe écologiste.
Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, j'interviens aujourd'hui en tant que parlementaire écologiste, mais également en tant que président délégué au groupe d'amitié France-Mali de notre Assemblée. Et j'interviens aussi, parce que je le suis, en tant que membre du mouvement des citoyens du monde. La France intervient militairement au Mali en soutien aux forces armées maliennes, à la demande du président malien par intérim. Si le recours aux interventions militaires n'est évidemment jamais souhaitable, il peut s'avérer nécessaire. Et l'offensive sur la ville de Konna qui a eu lieu en début du mois et le risque de voir ces groupes armés déstabiliser davantage le pays, avec les conséquences que l'on imagine pour les populations civiles, et cela sur l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest, nous conduisent à approuver et à soutenir le choix du président de la République française. La crise malienne est la résultante d'une déstabilisation accrue de toute la bande sahélienne que le conflit libyen a encore accentuée. En effet, celui-ci a déjà permis à des groupes djihadistes de s'armer dangereusement. De fait, l'intervention militaire en Libye n'a pas été suivie d'une véritable politique, tant française qu'européenne, de développement suffisant en direction des pays de la région, notamment le Mali et le Niger, et nous en subissons les conséquences aujourd'hui. Il est primordial d'en tirer les leçons. Nous ne créerons jamais les conditions de l'avènement d'un État de droit par la seule intervention militaire. Je cite ici notre collègue Daniel Cohn-Bendit qui l'a cité hier au Parlement européen. La population au nord Mali vit dans un extrême dénuement. Cela, évidemment, favorise notamment les trafics tels ceux des armes et des drogues. Et les liens entre pauvreté, défaut d'éducation et terrorisme sont malheureusement bien connus. Par conséquent, la mise en place d'une politique de développement sur le long terme est urgente. C'est là la vraie question, au-delà de l'opération militaire maintenant en cours et dans l'urgence. La question est de tirer les leçons de l'échec du simple soutien à un État de droit au Mali et du manque d'une véritable politique de développement. Notre coopération avec le Mali doit s'inscrire sur le long terme et reposer sur des valeurs d'éthique, de respect de nos partenaires. C'est particulièrement important de le réaffirmer dans la mesure où le Mali est classé au 170e rang sur l'échelle de la pauvreté, alors que son sol est riche en matières premières et que la tentation de certains est grande de s'accaparer ses richesses. L'uranium de cette région, pour ne prendre qu'un seul exemple, attise les convoitises. On le sait, ces exploitations ne profitent quasiment pas aux populations locales. Le département du Morbihan a une relation privilégiée avec l'ensemble de la région de Kidal. Et nous avons reçu une délégation de nouveaux élus de la nouvelle génération de toute la région de Kidal, dans le cadre de la décentralisation voulue par le gouvernement malien de l'époque. C'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a 2 ans. Et nos interlocuteurs, notamment l'ancien président de l'Assemblée régionale de Kidal, qui nous a quittés accidentellement, Abdussalam Agasalat, nous disaient leur volonté, en tant que Touareg, de s'autodéterminer, de se reconnaître malien, mais avoir une certaine autonomie. Et à l'époque, il nous mettait en garde contre le risque de mouvements terroristes. À un moment, il m'avait expliqué son opposition à un projet d'achat par une société australienne de terre afin d'exploiter une mine d'uranium dans la région très proche de Kidal. Et il leur avait répondu que la terre des ancêtres n'était pas à vendre et que le plus précieux des minerais était la ressource en eau. Il m'a alors dit un proverbe touareg qui prend ici tout son sens. Tu peux dire ce que tu veux à celui qui a soif, il ne te demandera toujours que de l'eau. Il est temps, comme a commencé à le faire notre ministre Pascal Canfin, délégué chargé du développement, de revoir, sous votre autorité, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de revoir toute l'architecture des aides de la France aux pays qui en ont besoin, et notamment ceux du Sahel. Et la future loi d'orientation et de programmation sur le développement devra tracer les lignes de nouvelles relations avec les pays les plus pauvres.
Je voudrais aussi ici parler au nom de ma collègue Calliope Angoela, sénatrice représentant les Français établis hors de France, membre de la Commission des Affaires étrangères, qui a résidé plus de 25 ans en Afrique subsaharienne, et elle tenait à ce que soient précisés divers points, vision que je partage évidemment. Il nous semble effectivement important que l'accent soit mis sur la nécessaire reconstruction de la paix et sur le fait que l'aide au développement devra alors également prendre la forme d'un accompagnement de sortie de conflit ayant pour objectif le bien-être pacifié de tous les peuples et sociétés vivant au Mali, notamment les Touaregs, mais aussi les Maures, les Peuls, les Songhai ou les Bozo, dans le respect des identités de chacun. C'est dans ce cadre que devra s'inscrire une paix durable. S'il est fondamental que les actions menées sur le territoire malien soient sous protection des forces africaines, la gestion du post-conflit devra, elle, aussi impliquer l'ensemble des différents acteurs du développement. En conclusion, il est nécessaire d'intervenir dans l'urgence. Il nous sera nécessaire ensuite de permettre les conditions de mise en place d'un régime politique démocratique fort et stable au Mali, et ce sera encore possible, d'œuvrer ensuite pour une véritable politique de développement avec les axes essentiels que sont l'alimentation, le droit à l'eau, à la santé, à l'éducation. Nous en avons le terreau sur le territoire malien et sur le territoire français, étant donné la richesse du réseau relationnel entre les collectivités locales, les associations françaises et les collectivités maliennes. Enfin, je voudrais citer Kofi Annan, qui nous dit ceci en conclusion: il n'y a pas de développement sans sécurité et de sécurité sans développement. Et il ne peut y avoir ni sécurité ni développement si les droits de l'homme ne sont pas respectés. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Jean-François Husson pour la délégation des non-inscrits. Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Mesdames et Messieurs les ministres et chers collègues, j'ai souhaité intervenir dans ce débat et dans le temps très court qui m'est imparti pour apporter d'emblée et en toute responsabilité mon entier soutien à l'initiative prise par la France au Mali. Je salue cette intervention parce qu'elle s'est produite juste à temps pour que ce pays soit en mesure de résister. Résister contre le processus de conquête du Sud et, il faut le dire clairement, contre les poussées terroristes en vue de la prise du pouvoir central et le risque d'instauration d'une république islamique. Je reconnais sa légitimité renforcée s'agissant du Mali, avec lequel la France entretient des relations étroites pour des raisons historiques, culturelle et communautaire au regard de l'importance de la diaspora malienne sur notre territoire. Cette légitimité est aussi d'ordre géostratégique, dans la mesure où la France est, ne l'oublions pas, un partenaire majeur et historique du Mali, dont la position revêt sur le continent africain une importance toute particulière. Le soutien que j'exprime vient aussi de ce que l'intervention de nos militaires, dont nous devons saluer l'engagement et le courage à s'exposer pour défendre les valeurs qui sont les nôtres sur ce nouveau théâtre d'opération, cette intervention s'est faite dans le respect des cadres juridiques et politiques. En effet, c'est le président par intérim de la République malienne, le professeur Traoré, qui a sollicité notre intervention militaire pour stopper l'avancée des djihadistes. Par ailleurs, notre intervention est confortée par sa légitimité internationale dès lors qu'elle intervient dans le cadre de la résolution 2085 de l'ONU et dans le respect des termes de notre Constitution. Si, comme vous le voyez, Monsieur le Ministre, mon soutien est sans ambiguïté, je me permets de penser que l'urgence de notre engagement militaire au Mali doit aussi nous pousser à réfléchir à deux faits importants. Peut-être, premier fait, aurions-nous pu sous-estimer les forces, les moyens et les capacités de lutte de ces groupes armés.
Et peut-être également avons pu ne pas vouloir croire à leur faculté de jouer, en dépit de leurs nombreuses divergences, une certaine forme de jeu de l'union et de la solidarité, puisque ces trois groupes, AQMI, le Moudjahou et Ansar-Eddine, se sont battus tous ensemble pour repousser au sud la ligne de front et conquérir Sévaré. Il me semble, Monsieur le Ministre, que cela doit inciter la France à la plus haute vigilance dans un certain nombre de régions du monde où les terrorismes rampants ou actifs, masqués ou dévoilés, sont capables de s'unir pour le pire en vue de déstabiliser les régimes démocratiques et risquer d'ouvrir la voie à l'islamisation politique. Il m'apparaît ensuite et enfin, Monsieur le Ministre, que nous devrons être attentifs au risque de renforcement ou de radicalisation des mouvements terroristes à l'œuvre au Mali, en réaction à notre intervention et à l'aléa inhérent à toute intervention militaire de l'enlisement. Pour l'éviter, il conviendra, me semble-t-il, qu'outre son indispensable intervention militaire, la France fasse tout ce qui est en son pouvoir pour favoriser, sans ingérence, la résolution du problème politique malien et celui des institutions de ce pays. Elle pourra, je dirais même, elle devrait le faire avec l'assentiment et le soutien de nos partenaires européens. Merci. La parole est au président François Rebsamen pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, depuis le 11 janvier dernier, sur décision du Président de la République, à la demande du Président du Mali, M. Traoré, et dans le respect de la Charte des Nations Unies, la France s'est engagée pour appuyer l'armée malienne face à l'agression terroriste. En cet instant, je tiens également à rendre hommage à la mémoire du lieutenant Daniel Boiteux, tué le premier jour des combats, ainsi qu'à celle des soldats tombés samedi dans l'opération de Somalie. Au nom des sénateurs socialistes et plus largement, j'en suis certain, au nom de tous mes collègues, j'exprime à leurs familles, à leurs proches, à leurs compagnons d'armes, mes plus sincères condoléances. Je voudrais aussi saluer nos soldats, aujourd'hui engagés aux côtés des forces maliennes. 800 sont déployés sur le sol malien. Et, je vous ai écouté, Monsieur le Ministre, ce chiffre devrait progressivement passer à 2500, voire 2900, selon les dernières informations du ministre de la Défense. Je voudrais dire ici que la nation rassemblée admire leur courage et leur apporte tout son soutien. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, que se serait-il passé si la France n'était pas intervenue? Les forces terroristes auraient continué leur avancée, faisant sauter sans difficulté le verrou de Konna, c'était déjà fait, et Mopti, ouvrant la porte à la prise de Bamako, qui serait tombée entre leurs mains, mettant la population malienne et nos ressortissants français à leur merci. Le Mali serait aujourd'hui un pays d'otages, pris lui-même en otage pour servir de base terroriste au cœur du continent africain, constituant sûrement une sorte de nouvel Afghanistan aux portes de la Méditerranée et de l'Europe, menaçant de déstabiliser l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest. Dès l'appel, on peut le dire, l'appel de détresse du président malien, la France, par la voix de son président, a su répondre présent. Sans tergiversation, avec sang-froid, calme et détermination, le chef de l'État a fait preuve de sa capacité de décision et d'action en engageant nos forces armées pour aider le peuple malien et combattre les terroristes.
Les sénateurs socialistes saluent et bien sûr, personne n'en doutait, soutiennent cette décision. C'est toujours, vous le savez, un choix terrible que d'engager nos soldats dans la bataille. Ce choix, le président de la République l'a fait en prenant ses responsabilités, en conscience et avec rapidité. Notre pays peut en être fier et s'honorer de l'avoir fait, comme il l'a fait dans le passé, que ce soit en Afghanistan ou en Libye, quand il s'agit d'aider des peuples à combattre la tyrannie et la dictature pour faire à terme, nous le savons, en tous les cas, nous le voulons, triompher la démocratie. À ce jour, d'ores et déjà, un coup d'arrêt a été porté à l'avancée des terroristes. Et nos troupes poursuivent actuellement leur offensive, avec un déploiement de nos forces terrestres vers le nord, vers le front du Nord, pour y pourchasser les groupes armés d'AQMI liés à Al-Qaïda. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais souligner aujourd'hui devant vous l'exemplarité qui préside à cette intervention armée au Mali. Exemplarité d'abord sur la forme et le respect des procédures. La France, mes chers collègues, a agi dans le respect de la légalité internationale, conformément à la résolution 2085 adoptée le 20 décembre dernier. Elle a reçu, le 14 janvier, le soutien unanime du Conseil de sécurité de l'ONU. L'action déterminée de la France, saluée par l'ensemble des pays africains, a accéléré leur mobilisation et celle de la CEDEAO, qui traînait quelque peu, il faut bien le reconnaître. Togo, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Bénin, Sénégal, Guinée, Ghana, le Tchad ont aujourd'hui confirmé la participation de leurs soldats. Je n'oublie pas la position très importante de soutien de l'Algérie, nous en mesurons l'importance. Je sais, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, le rôle essentiel que vous avez joué pour fédérer, mobiliser ces participations indispensables, et je voudrais ici saluer votre action. Au Mali, le peuple a dit son soutien et sa reconnaissance au président Hollande et à la France, sur les chaînes de télévision et les radios du monde entier. Au niveau européen, dès le déclenchement de l'offensive française, les contacts ont été pris par le président de la République, par le ministre de la Défense et par vous-même avec nos partenaires pour les informer et les associer à l'intervention. À ceux qui déplorent la solitude, je cite, du président de la République en Europe dans ce conflit, je rappelle qu'au fil des jours, l'aide apportée par les 27 se met en place. D'ores et déjà, Britanniques, Danois, Belgique, Allemagne, Italie apportent un précieux et indispensable soutien logistique. La convocation que vous avez demandée et obtenue, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, d'un Conseil extraordinaire des Affaires étrangères de l'Union européenne qui se tiendra jeudi, doit permettre d'accélérer la coopération européenne, y compris militaire, à l'intervention française. C'est bien le moins que nous attendons de l'Union européenne. Les Américains aussi ont manifesté immédiatement leur soutien en matière de logistique et de renseignement. Les Émirats, enfin, ont proposé à François Hollande, lors de son déplacement, leur aide matérielle, financière et militaire. Et puis, sur notre territoire, je voudrais le dire, là encore, l'information des citoyens et celle de ces élus, représentants du peuple, a été exemplaire. Dès sa prise de décision, le président de la République s'est adressé aux Français pour leur en expliquer, et il faudra encore le faire, les raisons et les enjeux. Après le premier Conseil de défense, il est également intervenu sur les médias pour faire le point de la situation, relayé par des points de presse réguliers faits par vous, Monsieur le ministre, et par Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense. La représentation nationale a été scrupuleusement tenue informée par le Premier ministre, par téléphone d'abord, dès vendredi après-midi, le jour même du déclenchement de l'opération, puis lors d'une réunion des responsables parlementaires à Matignon lundi soir. Ont suivi les auditions des ministres
par les commissions de l'Assemblée et du Sénat compétentes. Et aujourd'hui, ce débat qui nous réunit autour de vous dans cet hémicycle et qui, dans le même temps, réunit les députés autour du Premier ministre, va nous permettre d'apporter et d'avoir toutes les informations et les précisions nécessaires aux questions des élus de la nation. Voilà pour la forme. Pour le fond, à cet instant, beaucoup de choses, bien sûr, ont été dites. Mais je voudrais rappeler que, bien avant son élection, François Hollande avait suivi de près l'évolution de la situation au Mali et que, dès son investiture, lors de son déplacement aux États-Unis, il en avait alerté les autorités américaines. Le travail diplomatique et celui de nos services de renseignement s'est poursuivi tout au long des 6 derniers mois. La décision d'intervenir au Mali a donc été mûrie et prise ensuite de façon extrêmement rationnelle, en fonction de renseignements concordants sur la dégradation accélérée de la situation et le retard, on peut le dire, pris dans la mise en place de la MISMA. Quelle était la situation vendredi 11 janvier au matin? D'un côté, profitant de cette inertie ou de la longueur, une offensive ambitieuse des forces terroristes d'Ansar Eddine, d'AQMI et du Mujahou, qui pour la première fois s'étaient regroupées et agissaient ainsi de façon concertée pour progresser vers Bamako et confisquer le territoire malien à leur profit. En face, on peut le dire, une armée malienne en grande difficulté, qui n'avait pas la capacité de résister à l'offensive des groupes terroristes lancés vers la capitale malienne, ville ouverte si le verrou était tombé. L'appel à l'aide du président malien a corroboré l'urgence d'agir, telle qu'elle avait été évaluée par nos services de renseignement, et a déclenché la prise de décision du président de la République et donc l'intervention de nos forces armées. Cette intervention, elle est donc, je le crois, et personne ne le nie, exemplaire sur le fond car elle est raisonnée et raisonnable. Les objectifs de l'intervention décidée par le président de la République sont très clairs. D'abord, stopper l'offensive des terroristes et les empêcher de menacer la totalité de l'État malien. Ensuite, préserver, cela va de soi, l'intégralité territoriale du Mali. Assurer, ne l'oublions pas, la sécurité des ressortissants français et étrangers, notamment ceux qui sont aujourd'hui à Bamako. Et enfin, préparer et faciliter l'application des résolutions du Conseil de sécurité, prévoyant, et ça ne va pas être facile, le renforcement de l'armée malienne et le déploiement d'une force d'intervention africaine. Mes chers collègues, Messieurs les ministres, les missions assignées à nos forces armées sont d'utiliser les frappes aériennes et le déploiement d'éléments terrestres pour atteindre ces objectifs. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment même sur le terrain. Le président de la République a donné toutes les instructions pour que les moyens utilisés par la France soient strictement limités par rapport à ces objectifs. La France, cela a été dit par vous-même, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, ne poursuit aucun intérêt particulier autre que la sauvegarde d'un pays ami et n'a pas d'autre but que la lutte contre le terrorisme. Nous comprenons bien évidemment l'accroissement de l'inquiétude des familles des otages retenus au Sahel. Je ne doute pas que la France reste et restera déterminée et mobilisée pour obtenir leur libération. Mais sur ce point, je me permettrai de vous citer, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, car cette déclaration est éclairante pour tous ceux qui doutent. Ce n'est pas en laissant le Mali devenir un sanctuaire terroriste que nous protégerons les otages. Le combat pour le Mali, le combat pour le maintien de l'intégrité du Mali est un combat contre le terrorisme. En même temps, et il va donc se poursuivre, il s'agit d'une mission fondamentale qui s'inscrit dans la durée. Et cela a été dit par le président de la République, répété ici même, et qui durera donc aussi longtemps que nécessaire. Mais, grâce à la rapidité de décision du chef de l'État, à la capacité de réaction immédiate de nos armées, qui y étaient en quelque sorte préparées, la France
a créé une dynamique internationale importante, majeure, pour avancer dans la lutte contre le terrorisme et vers la paix, ce que nous le voulons. Car quand on fait la guerre, il faut savoir préparer la paix. Pour cela, vous l'avez dit, la sortie ne peut être que politique. Je sais que le président de la République et vous-même y travaillez et la préparent, comme le confirme sa déclaration d'hier. Je cite, « Notre objectif est de faire en sorte qu'il y ait une sécurité au Mali, des autorités légitimes, un processus électoral et plus de terrorisme qui menace. » J'ajoute que rien ne sera possible sans qu'une politique active de soutien, ensuite par l'Union européenne, au développement de ce pays, l'un des plus pauvres du monde, ne se mette en place durablement. Pour terminer, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, chers collègues, je voudrais saluer ici, dans cet hémicycle, d'abord le ton qui a été utilisé par chacun des intervenants, qui dénote, m'a-t-on dit, avec le ton qui a pu être employé par certains à l'Assemblée nationale. Ici, je salue et nous saluons le très large rassemblement républicain qui s'est créé tant au niveau des citoyens français que des forces politiques autour de cette intervention. Au-delà des positions politiques et des clivages, au-delà des différences, la France est donc réunie aujourd'hui autour de ces soldats qui combattent aujourd'hui, en ce moment, sur le sol malien contre les forces terroristes. C'est sans doute, mes chers collègues, ce qui fait la grandeur d'un pays comme le nôtre, que de savoir se rassembler quand il s'agit de défendre les valeurs de la démocratie. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur le Président Gérard Larcher pour le groupe UMP. Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Mesdames et Messieurs les ministres, je le dis d'emblée, nous nous tenons aujourd'hui aux côtés du chef de l'État et de notre armée engagée au Mali. Comme tous mes autres collègues, à nos forces qui mènent en première ligne le combat sur un théâtre exigeant et difficile, je veux dire ma totale confiance dans leurs capacités. Grâce au courage de nos soldats, ils en ont déjà payé le prix. Hommage leur soit rendu et à la mémoire de Damien Boiteux. Oui, grâce à leur courage, un coup d'arrêt a déjà été porté à l'avancée des terroristes et des pertes infligées. Nous le savons, nous avons affaire à des terroristes aguerris, jetés corps et âme dans une guerre asymétrique où ils mènent un combat total. Mobiles, surentraînés, ils savent utiliser ce désert au climat hostile, enclavé, escarpé, propice à tous les trafics, immensité où ils peuvent se diluer et s'abriter. Ils en ont fait leur sanctuaire et leur base arrière. Ils y ont leur camp d'entraînement et établissent leur connexion avec d'autres réseaux terroristes. La secte Boko Haram au Nigeria, le Shebab somalien, Ansar al-Sharia en Tunisie, AQMI en Algérie. Ils constituent progressivement, en toute impunité, un vaste arc djihadiste de l'Atlantique à la mer Rouge, dans un continuum de trafic et d'exactions qui va du Sahel à la Somalie. Et Monsieur le ministre des Affaires étrangères, vous savez que tout ceci n'a pas commencé qu'au début de l'affaire libyenne, mais bien avant. Et qu'en 2010, un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement de cette région attiraient l'attention de la France sur l'émergence, j'allais dire, au travers des trafics, de la montée en puissance de groupes terroristes, d'une déstabilisation qui irait demain au Nigeria, me disait-il en 2010, jusqu'au golfe de Guinée, créant en quelque sorte le syndrome de la Somalie. Et au large des côtes de la Somalie, nous devons donc regarder ce phénomène comme un phénomène qui n'a pas commencé il y a quelques mois ou il y a 18 mois, mais depuis beaucoup plus longtemps. Je ne reviendrai pas sur l'importance de leur armement, puisqu'il y a certes les armes légères, mais aussi, on le sait, des missiles anti-chars Milan et, si j'en crois une dépêche, des missiles solaires SAM-7. L'argent, il y en a, grâce au trafic d'otages
dont ils sont fait une spécialité, à la dîme prélevée au passage de convois des trafiquants de cigarettes, d'essence et surtout de cocaïne. Car le réseau de la cocaïne, ça n'est plus Madrid-Barajas comme il y a 20 ans, c'est aujourd'hui ce vaste territoire du Sahel. Pouvions-nous laisser AQMI devenir maître de la région, y faire prospérer avec Moudjaou, notamment ses trafics? Pouvions-nous laisser les terroristes asservir tout un peuple? Pouvions-nous laisser se continuer cet immense sanctuaire djihadiste qui, du Mali à la Corne de l'Afrique, en passant par le Nigeria, puis le golfe des Guinées, s'étendrait progressivement? Oui, la France a eu raison de vouloir stopper l'avance des terroristes. Oui, la France a eu raison d'empêcher l'effondrement du Mali et par effet de souffle de toute la région. Oui, la France a raison de vouloir aider la force africaine à restaurer l'intégrité de ce pays. Oui, la France a raison de vouloir restaurer une légalité constitutionnelle au Mali. Pour autant, la situation n'est pas tout à fait celle que nous avions imaginée. À l'initiative du président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, avec Jean-Pierre Chevènement, nous avons constitué à son initiative un groupe Sahel et nous avons commencé à réfléchir. Et le scénario était un peu différent à la fin du mois de novembre. Eh bien, aujourd'hui, face, j'allais dire, à l'urgence, notre gouvernement, le chef de l'État, a réagi et nous avons changé notre planification. C'est l'honneur de la décision, c'est l'honneur de notre armée. Moins de 5 heures après l'ordre présidentiel, au combat contre les 1200 terroristes de cette colonne qui fondait sur Bamako, durement éprouvée ces jours derniers. Je voudrais aussi rendre hommage à nos services de renseignement durement éprouvés ces jours derniers, qui ont su déceler la menace avec précision et pertinence. Alors, Christian Cambon et Françoise Zocchetto l'ont dit, nous avons aussi des interrogations. Quelle sera l'ampleur de la phase terrestre? Quelles seront ses implications pour nos soldats? Que veut dire tenir seul un territoire hostile d'une telle immensité? Les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui pour traiter le fuseau ouest augurent-elles d'une combativité supérieure à nos prévisions? Durée de l'intervention et la guerre sans fin serait le risque majeur. Quel sera le degré de préparation des groupes de la CEDEAO? Jean-Pierre Chevènement l'a évoqué, nous savons qu'il faudra des semaines pour qu'elle soit au niveau opérationnel. Quel est notre scénario de sortie? Moi aussi, comme le président de la Commission, j'aimerais aujourd'hui dire clairement aux rédacteurs du livre blanc et de la loi de programmation militaire en préparation qu'il faut que nous réfléchissions avant d'abandonner des capacités, avant de réduire des forces prépositionnées. Forces spéciales, renseignements, troupes au sol, moyens blindés, moyens aériens. Nous avons besoin de tout le spectre. N'oublions pas qu'il faut 72 heures à un bâtiment de la Marine nationale pour rejoindre le détroit d'Ormuz. Je ne dis pas ça tout à fait par hasard, à partir de Toulon. On voit bien aujourd'hui l'importance de nos forces au Tchad, au Gabon, au Sénégal, dans la montée en puissance du dispositif Serval. Ce pourrait être demain le cas vers d'autres théâtres à partir des Émirats arabes unis. Et si nous avions dû évacuer plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de nos ressortissants au Mali, rappelons-nous de la Côte d'Ivoire, nous devons méditer ces enseignements et ne pas avoir simplement des préoccupations que nous avons tous financières comme variable d'ajustement. Mais fondant notre action sur la résolution 2085, nous n'avons pas vocation à agir seuls. Je trouve que dans sa déclaration, le Premier ministre a été très aimable avec Madame Ashton. Je le dis bien très aimable, parce que, certes, un certain nombre de nos partenaires se sont engagés, soutien politique, soutien moral, mais nous voyons bien que la grande absente aujourd'hui, c'est néanmoins l'Europe. À une semaine de l'anniversaire du traité de l'Élysée, où nous devons en quelque sorte refonder sur la base du traité de l'Élysée, j'allais dire, ce qui fait le socle de l'Europe, nous ne pouvons que constater avec un peu de tristesse que l'Europe n'est autre chose en cette matière qu'une super ONG ou une entreprise à responsabilité limitée. Je crois que nous devons, les uns et les autres, dans notre diversité, poser cette question. Alors je n'oublie pas, pour conclure, les deux enjeux de long terme pour le Mali. D'abord, et je l'évoquais dans la responsabilité qui avait été la sienne avec Henri Drincourt, le développement est la seule vraie solution durable. 150 000 réfugiés, 230 000 déplacés viennent encore accroître les maux d'une des populations parmi les plus pauvres de la planète. On a évoqué cette espérance de vie
2 fois 10 ans de moins que la moyenne chez nous, la moitié de la population avec moins de 2 $ par jour, la désertification, le réchauffement climatique, la perte du pastoralisme qui est en train de déstructurer toutes ces sociétés, notamment au nord. Et puis, la nécessité d'avoir une cohérence dans notre attitude face au fondamentalisme religieux et à ses multiples facettes, qu'il s'agisse d'une expression politique ou de moyens terroristes. Il n'y a pas vérité ici et erreur ailleurs. La refondation démocratique du Mali est naturellement le deuxième enjeu. Toutes ces populations ne partagent en fait, des Bambara aux Touaregs, en passant par les Songhai ou les Berabiches, que le fleuve Niger, et un islam qui jusque-là était modéré. Au fond, le Nord, et ceci a été évoqué, a toujours été oublié. Peu de routes, peu d'écoles, peu d'infrastructures médicales, peu de développement économique, et à chaque fois a été fortement brutalisé, pour ne pas utiliser d'autres mots. La reprise des négociations intermaliennes est une urgence, et ça ne doit pas être, une fois de plus, des négociations qui n'aboutissent qu'à des accords qui ne sont jamais respectés. Il faut une feuille de route, il faut reprendre le fil de la transition vers les élections démocratiques. Moi aussi, comme François Rebsamen, je conclurai avec une pensée toute particulière, et Christian Cambon l'a eue, pour nos otages et leurs familles, aujourd'hui dans l'angoisse. Mais si nous n'avions pas agi, alors les preneurs d'otages auraient soumis tout un pays, et nous savons que le message ainsi qui serait adressé serait un message au contraire des valeurs qui sont les nôtres. Il y a des valeurs sur lesquelles, ensemble, dans notre diversité, nous ne devons pas transiger. Ce sont les valeurs qui nous rassemblent dans cet hémicycle aujourd'hui. Ce sont des valeurs que nous portons ensemble et qui font, me semble-t-il, l'honneur de notre République. Merci. La parole est à Madame Leïla Hachi pour le groupe écologiste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, tout d'abord, je tiens une nouvelle fois au nom du groupe écologiste à présenter mes condoléances à la famille du lieutenant Boiteux et à l'ensemble des civils tués dans les opérations. Dans les périodes de crise intense, nos compatriotes attendent des réponses claires. En ce sens, le groupe écologiste au Sénat et moi-même reconnaissons la licéité de l'intervention française au Mali au regard des relations bilatérales entre nos deux pays et soutenons nos femmes et nos hommes engagés dans cette opération. Toutefois, au regard du droit international, les 3 résolutions votées à l'ONU 2056, 2071, 2085 ouvrent la voie à une intervention internationale sous responsabilité africaine et pouvant faire usage de la force, mais sans implication directe de la France. Il est donc urgent de nous conformer au droit international. Pour autant, la clarté de notre décision ne s'inscrit pas dans la simplification à outrance ou à la caricature d'une situation géopolitique très complexe. Faire la guerre contre le terrorisme partout où il se trouve est une formulation trop stéréotypée, voire fausse, pour appréhender de manière exhaustive une problématique malienne et régionale, multifactorielle et complexe, je le répète. Souvenons-nous du funeste exemple des néoconservateurs américains et du concept, plus que douteux, de la guerre contre la terreur. Quelle a été la plus-value de cette stratégie en Irak en 2003 et en Afghanistan en termes de sécurité? Les populations civiles ne connaissent, hélas, que trop bien le coût exorbitant de telles idées. D'ailleurs, avons-nous les moyens d'une telle ambition? Dans ce cas, pourquoi ne pas tirer les conséquences de vos analyses et multiplier le budget de la défense par 5? De même, je vous rappelle que nous évacuons nos troupes d'Afghanistan après 10 ans de guerre avec des résultats plus que mitigés. Pour ma part, je ne souscris en rien au concept du choc des civilisations, alors même que nous savons tous ici qu'il s'agit essentiellement d'un problème d'accès aux matières premières et à l'énergie. Je ne crois pas non plus au caractère irréconciliable du Nord Mali Touareg opposé au Sud Mali noir. De même, l'antagonisme historique entre une culture nomade et une culture sédentaire ne doit pas être exagéré. Le prétexte religieux, souvent utilisé pour des entreprises criminelles,
dont on sait que l'essentiel est lié au trafic de drogue et au trafic d'armes, ne peut en aucun cas... Place au direct sur les chaînes parlementaires. Nous interrompons cette séance pour prendre la direction de l'Élysée, où François Hollande va présenter ses vœux aux parlementaires et plus précisément au bureau des assemblées, Assemblée nationale, Sénat, Conseil économique, social et environnemental et Conseil de Paris. On écoute tout de suite le président de la République. Mais je voulais d'abord saluer